Alors, je me présente. Merci beaucoup à Excellence industrielle Saint-Laurent pour cette invitation. Je me sens extrêmement privilégiée d'avoir accès à vous aujourd'hui sur le terrain pour parler économie circulaire. C'est très, très important d'être là et je vais vous dire deux mots donc sur Recyc Québec et sur l'indice de circularité qu'on a publié l'année dernière. Puis on va tenter aussi de faire des liens entre les différentes stratégies de circularité puis les projets qui peuvent être dans votre secteur d'activité. Donc pour nous, ouvrir ce séminaire, c'est vraiment un privilège. Ça met la table à une partie qu'on va appeler la circularisation de l'économie du Québec. Donc, mon nom est Sonia Gagné, je suis PDG de Recyc Québec et Recyc Québec a pour mission d'amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières dans une perspective d'économie circulaire et de changement climatique. Donc, si on pense à Recyc Québec, je suis très, très consciente que quand vous entendez Recyc Québec, vous pensez à recyclage, vous pensez à votre bac, vous pensez à votre bac bleu, votre bac brun, mais la mission est beaucoup plus large que celle-là. Et depuis 2015, donc, on a intégré cette notion de circularisation des ressources. Alors, le travail qui est à faire actuellement, notamment, c'est par des programmes de financement, par la tenue d'événements comme les Assises de l'économie circulaire. On fait aussi des consultations sectorielles et publiques sur les enjeux de la réduction des déchets. Et on a un programme de reconnaissance. D'ailleurs, Saint-Laurent est très, très bien positionné à commencer à certifier ces édifices de l'arrondissement. Ici, on recycle. Et c'est un ambassadeur. Et de la même manière, on fait aussi des études et des bilans sur la gestion des matières résiduelles. Donc, vous nous retrouvez dans la réduction à la source, dans les matières organiques. On gère aussi et on encadre les organismes qui sont responsables de la gestion de certaines matières, et comme la collecte sélective. Et notamment, nos orientations pour les 3 prochaines années visent les matières organiques et les résidus de construction, rénovation et démolition. Alors, pour mettre la table sur ce qu'est l'économie circulaire, un petit rappel. Un petit rappel qui fait en sorte que depuis maintenant des décennies, l'économie linéaire, en contrario de l'économie circulaire, est en vigueur. Donc, je rappelle, on a un intrant qu'on transforme, qu'on distribue, qu'on utilise et à chaque étape de cette chaîne peuvent se produire donc des gaspillages. Alors, moi, je viens du monde de l'amélioration continue. J'ai visité des centaines et des centaines d'usines tout le long de ma carrière. J'ai vu des initiatives qui ont été reconnues dans des forums comme les bonnes pratiques d'affaires du Mouvement québécois de la qualité. Donc, il y a des entreprises qui déjà ont intégré dans leur pratique des notions d'amélioration continue qui touchent ces différents sujets-là. Ceci dit, ce n'est pas encore la norme et l'économie circulaire vient un peu encadrer des projets d'amélioration qui visent à diminuer les pertes à chaque étape du processus. Alors, une définition qu'on s'est donnée, donc au Québec, un groupe a réfléchi sur cette définition qui est communément acceptée. L'économie circulaire est donc un système de production, d'échange et de consommation qui vise d'utiliser ou d'optimiser l'utilisation à chacune des étapes du cycle de vie. Et il y a cette notion importante de bien des collectivités et de l'empreinte environnementale. Donc, il y a un caractère social, collectif et environnemental à la circularisation de l'économie. Ce modèle-là que vous voyez actuellement est devenu un graphique qui a été adopté non seulement au Québec, mais dans le reste du Canada, donc la version anglaise aussi est disponible. On l'a vu dans des congrès à l'extérieur du Québec qui a été repris.
Et on va donc ensemble regarder ce que ça implique, ce modèle. Ce modèle implique donc de repenser l'usage pour créer des produits avec mieux et avec moins de ressources, d'optimiser les ressources, donc utiliser plus souvent et plus longtemps les ressources, et enfin de les réintroduire le plus possible dans les cycles de vie. Donc, ça crée cette notion d'économie circulaire, des opportunités d'innovation, d'une part, puis d'autre part, il y a certaines stratégies qu'on connaît un petit peu plus, comme par exemple les symbioses industrielles, où le déchet de l'un devient la ressource de l'autre. C'est souvent comme ça que commencent les initiatives d'économie circulaire. On va en parler plus avant. Donc, il y a une caractérisation de multiples actions sur le terrain actuellement. Il y a des actions, des initiatives en économie circulaire partout au Québec. Donc, Manicouagan, Gatineau, je m'en vais dans l'Estrie cet après-midi, il y a des activités sur le terrain. Puis notre caractéristique au Québec par rapport à ce qui s'est produit en Europe, où la législation est venue descendre jusque dans les organisations, au Québec, on a commencé par le terrain. Et c'était important pour nous de se mesurer pour pouvoir se comparer et prendre une photo de là où on est actuellement. Et ça, c'est devenu donc le rapport sur l'indice de circularité du Québec. Depuis donc Davos 2018, il y a un organisme qui s'appelle Circle Economy qui mesure la circularité mondiale et qui produit aussi des rapports pour certains pays ou territoires qui le choisissent ou qui le demandent. Et l'indice de circularité du Québec est le premier indice pour un territoire, le premier indice en Amérique et le premier indice qui a été fait en français. Donc, il y a certains pays d'Europe qui s'étaient mesurés et nous, on a été précurseurs d'aller prendre une photo de la circularité de l'économie du Québec. Le graphique que je vais vous montrer là, vous le regardez, juste pour vous en imprégner, mais ça va vous donner une idée du travail qui a été fait. Alors, voici les flux de matière de la circularité au Québec. L'analyse de flux a été faite par un comité scientifique et on a regardé tout ce qui est extrait et tout ce qui est importé, le cheminement de ces ressources-là vers soit les ressources nécessaires pour combler nos propres besoins et les ressources qui sont exportées à l'extérieur du Canada ou à l'étranger une fois transformées. Vous aurez l'occasion, ce rapport-là est disponible sur notre site. Vous pouvez le télécharger et Étienne Anger, qui a piloté ce dossier-là chez nous, est présent avec vous toute la journée pour pouvoir en discuter. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un indice de circularité de l'économie québécoise qui est à 3,5 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je suis de celles qui préfèrent voir la moitié pleine du verre, puis j'ai le goût de vous dire, ça nous donne une multitude de possibilités de s'améliorer. Mais une fois qu'on a dit ça, si mon fils arrivait avec un bulletin de 3,5, je ne suis pas sûre que je serais ravie. D'accord? Il est au cégep Saint-Laurent. Donc, les ressources sont soit gaspillées, sont soit captives d'une infrastructure, par exemple, pendant de nombreuses années, ce qui est tout à fait normal, ou sont envoyées dans l'atmosphère. Et ce qu'on constate, c'est qu'au Québec, on est particulièrement gourmand de ressources. Donc, on a le défaut de nos qualités, on a accès à des ressources et on en consomme. Alors, on a un grand potentiel. Pour vous donner un exemple, l'indice mondial est de 8,6 % de circularité. La Norvège, qui nous ressemble beaucoup, est à 2,4 %, donc on n'est pas les cancres. L'Autriche est à 9,7 % de circularité et le Pays-Bas, qui est un champion de la circularité, a un indice à 24,5 %. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on consomme 271 000 tonnes de ressources annuellement pour nos besoins et que le rapport contient 6 scénarios et 37 stratégies à appliquer et on pourrait doubler notre circularité en appliquant
ces scénarios. Alors, on va en regarder quelques-uns, parce que, je vous le dis, le rapport est public, vous pouvez le voir lorsque vous le souhaitez. Mais on a regardé quelques stratégies pour voir, à faire le lien avec ce que vous allez discuter aujourd'hui. Approvisionnement et fabrication circulaire, lesquelles des stratégies pourraient davantage s'appliquer. Donc, on parle d'utiliser mieux ou davantage les ressources. On pense, par exemple, à la taille des bâtiments. Donc, on a été amené à réfléchir au nombre de pieds carrés dont on a besoin pour faire notre travail. La pandémie nous y a amenés, mais c'est aussi une réflexion importante qui peut être menée pour améliorer la circularité. Et bien entendu, faire des bâtiments qui sont faciles d'entretien, qu'on peut rénover, dont on peut allonger la durée de vie ou même auquel on peut donner un nouvel usage. Une autre stratégie qui parle de nouvelles habitudes de consommation. Donc, dans le plan stratégique de Recyc Québec, on a par exemple certains axes sur l'achat en vrac. On a ici, on peut penser d'acheter ou de produire des articles qui sont faits pour durer. Donc, ça peut sembler contre-intuitif par rapport au fait qu'actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il peut y avoir des articles qui sont là, qui sont faits pour consommer et jeter. Donc, construire et concevoir pour durer et améliorer les garanties et la revente. Ce sont des stratégies pour améliorer la durée de vie des produits et services. Rendre la production manufacturière circulaire passe évidemment par l'amélioration continue des procédés, mais aussi par l'utilisation de ressources renouvelables et locales. Donc, de plus en plus, pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, on a eu à faire cette réflexion. Et c'est une réflexion qui, en s'ancrant, a des impacts sur l'indice de circularité. Quand on parle, par exemple, de mobilité circulaire, bien, c'est la conception des véhicules qui entre en ligne de compte, et notamment la conception des batteries. Les batteries qui constituent à elles-mêmes, un gisement de lithium pour des batteries futures. Ça nous permet d'avoir une stratégie qui fait en sorte de préserver le gisement de ressources naturelles en utilisant le gisement des ressources secondaires. Donc, différentes stratégies à mettre en place, qui peuvent être mises en place. Et si on regarde le modèle d'économie circulaire, bien, sur la première partie du modèle, on a des stratégies en amont. Donc, par exemple, l'éco-conception. On parle de qualité, de type de ressources et de durabilité. Ça se réfléchit avant même de procéder à l'achat, donc de réfléchir à ce qu'on va mettre en marché. Donc, on a parlé d'achats locaux, d'écosystèmes économiques résilients. On a vu pendant la pandémie des secteurs où les symbioses industrielles ont permis une meilleure résilience, puis de rebondir et de sécuriser certaines chaînes d'approvisionnement puisque les ententes étaient déjà en cours. On a aussi l'optimisation des opérations, j'en ai parlé. Il y a des gens dans la salle qui travaillent dans l'industrie 4.0 ou dans la fabrication additive. Ce sont des stratégies qui peuvent concourir à allonger la durée de vie. J'ai terminé avec deux stratégies. Une que vous connaissez peut-être plus, celle de l'écologie industrielle. Donc, le résidu de l'un devient la matière première de l'autre. Ça implique qu'on se parle, ça implique qu'on dévoile quels sont nos rejets ou nos résidus pour pouvoir intéresser quelqu'un qui voudrait les mettre en valeur. Et enfin, l'économie de fonctionnalité, où c'est une façon différente de faire des affaires. On vend l'usage plutôt que le bien. Il y a de plus en plus d'exemples de ça, de vendre, de ne plus posséder le bien, mais en louer ou en acheter l'usage. Ce sont des premiers pas donc, qui sont faits partout au Québec d'utiliser ces différents types de stratégies. Il y a un groupe au Québec qui travaille sur l'économie de fonctionnalité, d'ailleurs, qui était en rencontre toute la semaine dernière et dont les travaux inspirent le tissu industriel aujourd'hui.
Alors, comment s'informer, comment aller plus loin? Outre discuter avec Étienne aujourd'hui, on peut passer à l'action en visitant le site qui s'appelle Québec circulaire, parce que s'informer, c'est la première chose à faire. Et c'est une source vraiment précieuse de cas concrets, d'initiatives, de témoignages qui vont vous permettre de vous inspirer. Sur le site web de Recycle Québec, il y a aussi une section qui est dédiée à l'économie circulaire. Ensuite, Synergie Montréal est un animateur de synergie extrêmement dynamique et vous pouvez échanger donc vos bonnes pratiques en faisant partie d'un groupe de synergie. Vous pouvez aussi explorer des pratiques avec des outils de l'ECPAR qui animent des chantiers sur l'approvisionnement circulaire, donc l'espace québécois d'approvisionnement responsable. Vous pouvez également avoir du financement à travers un fonds. Donc, nous, on a des programmes en place, mais on contribue aussi à un fonds qui s'appelle le Fonds d'économie circulaire avec fonds d'action. Et il est clair que mes collègues du MEI ou de IQ qui sont ici aujourd'hui ont aussi des outils pour vous accompagner dans l'une ou l'autre de vos stratégies. Et enfin, on parle d'innover. Donc, l'espace québécois de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération existe dorénavant et peut vous inspirer dans ses pratiques. Donc, l'écosystème est déjà vigoureux. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de ne plus se demander est-ce qu'on doit, mais plutôt se dire comment on fait pour aller encore plus loin. Circulariser l'économie du Québec, c'est aussi faire des gains GES. Donc, ce n'est pas une action qui devient en soi, qui est séparée de la lutte au changement climatique. Circulariser l'économie du Québec, ça nous permet de faire des gains importants au niveau GES. D'ailleurs, le dernier rapport qui a été fait sur l'économie circulaire démontre que 70% des émissions sont générées par la manutention des matériaux ou l'utilisation de ceux-ci. Donc, on a un effet de levier très important pour lutter contre les changements climatiques. Merci infiniment de m'avoir permis de mettre la table avec vous aujourd'hui. Je suis disponible pour quelques questions. Étienne va passer la journée avec vous. Je suis honorée d'avoir ouvert un forum que le ministre Fitzgibbon va fermer parce que tous les deux, on vous parle d'une même réalité avec deux perspectives et qui sont très complémentaires et nécessaires. Merci beaucoup. Madame Gagné, très, très, très intéressant et pertinent. Est-ce que ça serait tellement intéressant qu'il y ait au moins une question? On a vraiment du temps, on pense que c'est important que vous puissiez vous exprimer. Questions, commentaires? Allez-y, ça prend quelqu'un qui se lance. Oui? Monsieur Hoptel. Merci. Bravo Sonia pour cette belle ouverture. Peux-tu nous partager quelle est d'après toi la plus grosse barrière ici au Québec par rapport au déploiement de l'économie circulaire? Il y en a plusieurs. Donc, il y en a deux qui me viennent en tête. C'est la méconnaissance des gisements. Donc, c'est pas pour rien que c'est quelqu'un de traçabilité qui me pose la question, parce que savoir où sont les matières et comment elles transigent, c'est un des facteurs extrêmement importants. La matière première est en compétition avec la matière vierge est en compétition avec une matière secondaire. Ça devient une lutte qui est difficile à maintenir. Donc, le fait d'avoir un rapport complètement renouvelé à ce qu'on considère un déchet, et considérer que c'est une ressource, ça fait partie des enjeux. Je dirais aussi que depuis les dernières années, les financiers sont au rendez-vous. Ils ne l'étaient peut-être pas nécessairement avant. Ce qui fait que ce sont dorénavant des critères qu'ils regardent et qu'ils considèrent comme étant de bonnes pratiques. Donc, l'idée de prospérité, l'idée qu'on se fait de la prospérité peut être un frein, mais lorsqu'on inclut ces différents critères,
ça nous donne une perspective un peu différente aussi. Donc, les financiers sont plus au rendez-vous qu'ils l'étaient. Ça contribue à augmenter la cadence. Il y a une traction quand les actionnaires disent « c'est important ». Il y a peut-être une deuxième question, juste ici, il y avait... Merci. Excuse-moi. Merci Sonia pour cette présentation. À ton avis, c'est quoi la matière résiduelle qui a le plus de potentiel au Québec en termes de gisement et de débouchés, mais aussi de valeur? C'est bien intéressant. Bien, c'est sûr qu'on a travaillé particulièrement avec nos collègues des ressources naturelles sur les matériaux critiques et stratégiques. Donc ça, c'est des matériaux auxquels il faut s'intéresser parce qu'ils sont le nerf de la guerre. Mais j'aurais le goût de profiter de ta question pour parler aussi de ceux qu'on retrouve le plus à l'enfouissement actuellement. Donc, 2 gisements sur lesquels on travaille chez Recyc Québec particulièrement. Le gisement des matières organiques, qui est un très grand générateur de GES et pour lequel on a des programmes en place, notamment non seulement de compostage et de recyclage, mais en amont de lutte au gaspillage alimentaire. Donc, économie circulaire, gaspillage alimentaire, c'est lié. C'est lié, c'est un grand générateur de GES. Et, au passage, portefeuille du citoyen, 1 400 $ à la fin de l'année que vous avez jeté aux poubelles parce que vous ne saviez pas quoi faire, mais c'est un résidu qui est valorisable. Donc, matériaux de construction, rénovation, démolition, Oui, deuxième grand gisement qui se retrouve malheureusement à l'enfouissement et pour lequel on fait beaucoup d'efforts actuellement. Merci. Très, très, très intéressant. Je Merci. pense qu'on en aurait encore plusieurs questions. Les gens sont intéressés. Il y a Étienne qui est avec nous aujourd'hui. Donc, votre collègue est là pour, tout au cours de la journée, répondre aux questions. Merci Un gros beaucoup. merci de Merci. votre présence. C'est très apprécié. Merci.